La réalité virtuelle, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de la place. Je vais vous faire passer juste une petite vidéo, on va regarder ça 2 minutes, juste pour que vous voyez un petit peu dans quel domaine on peut travailler et quelles sont, disons, les possibilités que la réalité virtuelle nous permet. Alors, je te laisse passer la vidéo. En explorant notre Terre jusque dans ses moindres recoins, le voyage s'est considérablement développé et démocratisé, notamment avec l'avènement des moyens de transport modernes de plus en plus rapides et confortables, comme les chemins de fer, l'automobile et l'avion. Ces périples, de plus en plus accessibles, nous permettent d'échapper à notre quotidien, à la recherche d'instants de découverte, de compréhension et de contemplation des créations de notre peuple. Malgré cela, il reste un événement difficile à organiser. Faute de temps, d'argent ou d'époque, la découverte de nouveaux horizons ne reste encore accessible qu'à un fragment de la population. Mais il existe une solution permettant de faciliter tous ces projets. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler du tourisme en réalité virtuelle. Vendus aux consommateurs comme une console de jeu, nos casques sont en réalité bien plus versatiles qu'on ne le pense. Faire une session de design 3D, visionner un film avec ses amis, jouer d'un instrument, méditer, cuisiner, participer à une expérience sociale ou réaliser une activité physique sont des exemples de tout ce que l'on peut faire en réalité virtuelle. Et la liste s'agrandit au fur et à mesure de notre compréhension de son potentiel. En plus des activités que je viens de citer, la VR est également un excellent outil d'apprentissage et de découverte grâce à son vrai point fort, l'immersion. C'est là qu'elle prend tout son intérêt dans le domaine du tourisme. La VR permet de se téléporter dans à peu près toutes les destinations imaginables. Et grâce à différentes applications, il est possible de gravir et d'admirer la vue des plus hautes montagnes de notre monde pour ensuite plonger au plus profond des océans, tout en passant par un tas de destinations des plus belles régions de la planète bleue. Dans une démarche d'un touriste ne sachant pas encore quelle sera sa prochaine destination, ces expériences permettent de se créer un aperçu visuel de sa future expédition, afin de savoir si l'environnement correspond à nos attentes. Voilà, donc par ce temps-là, vous voyez, vous pouvez faire un voyage en réalité virtuelle. Donc là où je veux en arriver, c'est que les potentialités sont énormes. On va se cantonner évidemment pour l'aspect, disons, médical. Et puis l'idée, c'était de vous présenter un peu deux facettes, c'est-à-dire la facette médicale que je vais faire, et l'autre partie, ça sera M. Yassine Benzaguir qui vous parlera de l'aspect technologique. Parce qu'il faut savoir que de plus en plus, la technologie prend énormément de place dans plein de domaines. Et il est important d'avoir ce type d'interface, c'est-à-dire à la fois, on va dire, médicale, c'est-à-dire par rapport aux besoins que nous on a, et qu'est-ce que la technologie peut nous offrir. Et en fait, on va donc se partager cette présentation pour que vous ayez ces deux pôles. Ok, on continue. La définition, en fait, la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est une technologie qui simule la présence d'un individu dans un environnement entièrement numérique, qui est généré par un ordinateur, et en 3 dimensions. Et ça, c'est extrêmement important. Son objectif principal est d'immerger l'utilisateur, créant l'illusion d'être véritablement présent dans un monde distinct de son environnement physique actuel. Donc, ça ne peut être possible parce que notre cerveau a cette capacité. Je vous rappelle qu'on reçoit des informations par nos différents récepteurs. Ces informations sont traitées, comparées avec des informations précédentes, et à partir de là, on a, disons, une image, un son, etc. Donc, ce qui est important dans la réalité virtuelle, c'est cette notion de 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on va être complètement immergé, non pas par la vue, mais également physiquement. Et c'est ça qui est extrêmement important. Ce qui est aussi important, c'est l'interaction qu'on va avoir avec cette réalité virtuelle. Plutôt que de simplement la montrer. Donc je traduis, si vous êtes au cinéma, vous voyez une image, tandis que là, vous allez interagir. Ce qui est fondamental dans la réalité virtuelle, c'est ce qu'on appelle l'interaction, c'est le pilier central de l'expérience. Et en fait, l'utilisateur va s'engager dans cette expérience et va interréagir. Et donc, vous imaginez bien que dans le domaine de la thérapie, c'est quelque chose qui va nous être extrêmement utile. Alors, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui simule la présence d'un individu dans un environnement entièrement numérique généré par ordinateur et en 3 dimensions. Et actuellement, je dois dire que ça devient extrêmement bluffant. Il y a des fois, même dans certains jeux, on a de la peine entre la réalité et la réalité virtuelle, et c'est extrêmement bluffant ce qu'on arrive à faire de plus en plus. Donc l'objectif, c'est vraiment d'immerger l'utilisateur. Donc vous imaginez bien que dans les jeux vidéo, c'est exactement ce qu'on veut. Historiquement, dans les années 50 et 60, il y a un auteur qui s'appelle Morton Eiling
qui est considéré comme le père de la réalité virtuelle, parce qu'il a imaginé, déjà en 1955, un cinéma du futur où tous les sens étaient engagés. Et ça permettait, disons, une immersion assez complète. Donc vous imaginez le type d'appareil que c'était à l'époque, c'était un monstre. Donc vous allez voir qu'il y a eu des progrès depuis. Dans les années 60, Sutherland, lui, en fait, il a fait un essai en 1965 où il a imaginé, en fait, justement, ce qu'il appelait le pays des merveilles, où les objets virtuels seraient indiscernables des réels et pourraient être manipulés physiquement. Ce concept a posé les bases, disons, théoriques des mondes virtuels interactifs. Et en 1968, Sutherland et Bob Sproul ont créé ce qu'ils appellent l'épée de Damoclès. Donc c'est le premier cas, réalité virtuelle versus réalité augmentée, connectée à un ordinateur. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, l'évolution est assez rapide. Thomas Fusness, on l'appelle le grand-père de la réalité virtuelle. C'est lui qui a, disons, développé tout ce qu'on appelle les simulateurs de vol. Et lui, c'était un ingénieur militaire qui a créé un simulateur de vol immersif où, en fait, les pilotes pouvaient s'entraîner comme s'ils étaient, on va dire, dans un avion. Ça permettait de projeter des cartes 3D, entre autres, des images infrarouges, etc., etc. Et voilà à quoi ça correspondait. Donc, vous voyez, hein, c'est pas très folichon comme type de casque. Donc, ça a bien changé, hein, je vous rassure. Et puis, Jaron Lanier, c'est lui qui a en fait popularisé le terme réalité virtuelle et en 1987. Donc, vous voyez, c'est une histoire assez récente. Hein. Et puis est venu donc évidemment des grosses entreprises qui ont essayé d'en faire quelque chose parce qu'ils ont vu le potentiel. Et Palmer Luckey développe ce qu'on appelle l'Oculus Rift. Et il a été créé environ entre 2010 et 2012. Donc les lunettes que nous, on va vous présenter, enfin que vous verrez donc dans les workshops, c'est ça, en gros, on va dire. Mais maintenant, on avance encore plus loin. On peut encore réduire, disons, la taille, on va dire, de ces lunettes. Et ça permet justement un champ de vision de 90 degrés. Donc il faut vraiment avoir un champ de vision le plus large possible. Et évidemment, Facebook, vous imaginez bien qui c'est, a donc récupéré Oculus Rift pour 2 milliards de dollars en 2014. Et suite à ça, ils ont injecté beaucoup d'argent, évidemment à but commercial. Donc, actuellement, ces avancées qui étaient vraiment dans un but, on va dire, de jeu, vont nous être utiles pour nous dans le domaine médical. Et de plus en plus, on a donc on va dire des casques qui vont devenir de plus en plus autonomes. C'est-à-dire à tel point que l'idée, ce serait d'imaginer des casques où on n'a même plus besoin d'ordinateur, tout serait intégré dans le casque. Idéalement, ça serait ça. Et à partir de 2018, donc, la réalité virtuelle est devenue plus accessible et, on va dire, portable et surtout moins chère. Alors, dans quel pays pratique-t-on la VR? Bon, vous imaginez bien les États-Unis. Mais un pays qui se différencie particulièrement, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a été un des premiers à utiliser la réalité virtuelle dans le domaine médical. Ils ont, une bonne avancée et ils ont tiré aussi certaines conclusions par rapport à ça. Et la Chine est en train de suivre gentiment. Alors, quels sont les principes de la réalité virtuelle? C'est l'immersion. Donc, ça veut dire cette capacité à se couper complètement du monde réel et de s'immerger donc dans cet environnement numérique, santé. L'interaction, donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est de pouvoir interagir face à cette réalité virtuelle. Et puis, la présence, c'est-à-dire le sentiment d'être vraiment là. Maintenant, quelles sont les applications dans le domaine médical? Donc, je vais vous en citer toute une série. Donc, l'application chirurgicale. Donc, en gros, un chirurgien doit s'exercer à faire une manipulation au niveau du corps, un type de chirurgie, et bien là, il peut s'entraîner en réalité virtuelle et il peut répéter les gestes jusqu'à ce que ces gestes deviennent tout à fait sûrs et certains. Ça peut aussi permettre d'augmenter les compétences professionnelles
dans le sens qu'on a peut-être, en théorie, je dis bien, pas besoin d'experts ou de formateurs, puisqu'ils seraient là, et il y aurait cette interaction. Et puis, elle facilite justement cette pratique, c'est-à-dire de répéter en fait ce qu'on a appris. Et puis la téléconsultation. Alors, il est clair qu'on fait beaucoup de choses en streaming, mais quand vous faites une téléconsultation en VR, c'est encore plus efficace, l'interaction est encore plus puissante, évidemment parce que vous êtes complètement immergé et vous avez vraiment le sentiment d'être là. Ce qui concerne la récupération de la fonction motrice, c'est quelque chose qui est utilisé de manière récurrente et répétée. Donc, on entraîne le sujet donc, à répéter un mouvement quand il y a une impotence motrice. Et nous, dans notre domaine, c'est surtout ce qui concerne la douleur. C'est de permettre justement de faire en sorte que le sujet ne soit pas focalisé sur sa douleur, mais centré ailleurs. Je vous rappelle que le principe même de la réalité virtuelle, c'est d'être là, c'est d'être complètement immergé. Alors par exemple, Madame Didlot, qui a eu un petit souci, on ne dira pas lequel, secret professionnel, qui s'est retrouvé à l'hôpital. Évidemment, il a eu droit à un petit essai en réalité virtuelle où elle était dans, on va dire, dans une... Je crois que tu étais sur une plage ou... En Laponie. Elle était en Laponie, magnifique. Donc la douleur, on l'oublie, tout va bien. Mais c'est quelque chose qui s'utilise vraiment de plus en plus. Et puis, il y a la gestion de la kinésiophobie. C'est souvent ces gens qui ont malheureusement des douleurs, qui n'osent plus bouger. Eh bien, on peut justement effectuer des mouvements progressifs et ça permet justement de se sentir plus à l'aise, plus sécure et progressivement, évidemment, de surmonter cette peur. Il y a une étude qui a été faite en 2023 au CHUV, entre autres, parce qu'ils sont plusieurs auteurs, je tiens à préciser. C'est pour vous montrer l'impact et vraiment l'efficacité de la réalité virtuelle dans le domaine de l'immunité. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, on s'est posé la question si on ne pouvait pas préparer le corps à un éventuel risque d'être contaminé. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi ne mettons pas en place des avatars qu'on va considérer comme malades? Le sujet va les voir, va interréagir, et on va voir quelle est la réponse en fait au niveau du corps. Et en fait, ils ont été très surpris. Ils ont fait plein d'examens. Je vous ai mis la référence là, si jamais l'article vous intéresse. Et ils ont vu que, eh bien, ça induit l'activation des cellules lymphoïdes, donc des cellules de défense, reproduisant ainsi les réponses observées lors d'infections réelles. Donc ça vous montre à quel point on peut aller très très loin aussi dans le domaine médical. Alors, quelles sont les applications en psychiatrie ou en psychosomatique, ou dans le domaine psychique tout court? Alors, vous imaginez bien que les phobies, c'est quelque chose d'extrêmement efficace, c'est de l'exposition. Donc, suivant les peurs ou les craintes, si vous avez peur d'être dans un lieu clos, ou si vous avez peur, par exemple, des hauteurs, on peut parfaitement exercer dans un environnement, encore une fois, sécurisé. Et c'est assez bluffant, je vous l'avoue. Moi, je me suis amusé à le tester. Par exemple, il y a le pont, et puis le pont devient de plus en plus étroit, on a de plus en plus la sensation de vide. Puis après, l'étape ultime, c'est de mettre le pied dans le vide. Vous ne le faites pas. Vous allez vous dire, non, c'est pas possible. Ça vous montre à quel point l'immersion et le fait d'être là est très puissant. Et l'efficacité. Et évidemment, on travaille sur ce déconditionnement. Les troubles anxieux, évidemment, donc on propose des séances de relaxation. C'est l'aspect le plus courant. Et tout ça se fait toujours en collaboration avec un thérapeute. Donc on ne fait pas de la réalité virtuelle dans le domaine médical où on donne le casque et démerdez-vous. C'est pas ça. On est présent, on regarde, on évalue. Le stress post-traumatique, même chose, c'est une exposition graduée, contrôlée, immersive de souvenirs traumatiques. Là aussi, ce n'est pas simple à mettre en place parce qu'il faut voir quel type de souvenirs. Et à partir de là, il faut se baser sur une banque de données et voir quelle est, disons, l'image ou la situation la plus, disons, adaptée. Et il faut y aller vraiment de manière très, très progressive. Vous avez aussi les troubles obsessionnels compulsifs, où on va travailler sur des scénarios pour exposer le patient à ses peurs, sans permettre la réalisation des comportements de compulsion. Et là aussi, on observe des bons résultats. Et puis, on peut aussi l'utiliser dans la gestion des addictions. Il y a des programmes qui existent d'ailleurs à l'heure actuelle, où en fait, on travaille sur ce qu'on appelle le craving.
dans des environnements contrôlés, dans la dépression aussi également, où on expose le sujet à des situations émotionnelles et on permet aux patients de se confronter à ces situations anxiogènes et on va travailler là-dessus. Il y a aussi le travail sur l'image de soi, qui peut être extrêmement utile. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas uniquement pour la dépression, mais également pour la phobie sociale, où le sujet interagit avec un avatar, il se voit de l'extérieur ou expérimenter des situations sociales positives qui renforcent justement l'estime de soi. Et puis on a aussi cette combinaison, ce qu'ils appellent ça la thérapie cognitivo-comportementale augmentée. On associe en fait des approches TCC avec la réalité virtuelle également. Et puis voilà, justement où je voulais en venir, c'est par rapport à l'isolement social, c'est de favoriser l'interaction. Parce que souvent dans la dépression, c'est ce qu'on observe. Donc il y a différentes manières de procéder, on va dire, dans ces types d'approches. Vous avez également la schizophrénie, où on peut travailler aussi avec la VR. Donc on crée des avatars, par exemple, qui représentent des mécanismes hallucinatoires où le patient entend, et puis il va interagir avec ces avatars, et puis il va pouvoir essayer de les remettre en question. Alors encore une fois, ceux qui ont eu des schizophrènes bien hallucinés, si on est en phase de décompensation, ça vous oubliez complètement, hein, je précise, c'est des illusions. Mais par contre, si le sujet est encore au début et il arrive à prendre ce recul nécessaire, ça peut marcher. Hein. En TCC, on le fait, on fait des expositions, on voit. Et puis, également pour les idées délirantes, où on utilise des environnements socio-virtuaux pour voir l'interprétation et voir si le sujet arrive à se repositionner. Il y a aussi des contextes réalistes pour évaluer les cognitions sociales, parce que souvent les schizophrènes ont malheureusement cette difficulté, donc on les réentraîne. Et puis, il y a aussi l'entraînement à la gestion des symptômes. Il y a aussi des programmes qui existent là-dessus. Alors, je vous ai fait une palette très large pour voir au fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec la VR et jusqu'où on peut aller. Et puis évidemment, on peut parler aussi des troubles alimentaires. Le principe est le même, c'est ce qu'on appelle le risque de craving, dans le sens où on va exposer le sujet à ces risques de passage à l'acte, on va dire au niveau alimentaire, et travailler là-dessus. Vous avez ce fameux programme qui s'appelle C2 Nutri, si jamais, où ils ont vraiment fait un travail très, très détaillé là-dessus, où ils exposent même le sujet pour travailler sur, par exemple, la fringale, entre autres, et puis mettre en œuvre des stratégies pour qu'ils puissent éviter justement de partir dans des comportements addiction. Il y a aussi dans les troubles alimentaires l'image de soi. Et par exemple, vous avez des programmes qui travaillent sur l'image de soi, pour qu'il y ait, on va dire, une meilleure perception de l'image de soi. Alors, typiquement, on pense aux anorexiques, mais il n'y a pas que les anorexiques, il y a aussi malheureusement les patientes à composante boulimique qui ont également ce genre de problème. Maintenant, je vous ai fait un exposé, je vous ai donné les indications. La question, c'est comment ça marche au niveau du cerveau. Et ça, évidemment, il y a eu plein d'études. Alors, il y a des études qui ont été faites sur des cobayes comme des souris. Ne me demandez pas comment ils ont fait avec la réalité virtuelle, mais enfin, apparemment, ils ont réussi à faire des choses, entre autres, mais ils n'ont pas utilisé que des souris, je vous rassure. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que quand vous avez, disons, cette immersion, il y a certaines régions qui vont s'activer, dont l'hippocampe, avec, évidemment, la mise en place d'une activité d'onde θ, qui évidemment permet d'améliorer la capacité du cerveau à apprendre et à retenir les informations sensorielles. Donc pour ceux qui ont une petite idée de la zone hippocampale, je vous rappelle, dans les maladies d'Alzheimer, c'est une zone qui est, si je ne me trompe pas, touchée. Donc vous pourrez imaginer par exemple de faire, on va dire, un travail de prévention à ce niveau-là. Mais voilà, ça c'est une des explications. L'autre explication, c'est qu'il y a d'autres régions cérébrales qui vont être activées, et ça on l'a fait en imagerie fonctionnelle, et on a vu que le flux visuel dorsal, lui est activé, et il est impliqué dans le traitement des informations visuelles, entre autres, la perception spatiale, la localisation des objets et la coordination motrice. Vous avez une autre zone, qui est le lobule pariétal supérieur.
qui lui joue un rôle dans tout ce qui est l'intégration sensorimotrice, mais également de la planification de l'action. Donc vous voyez bien que ces histoires de craving, eh ben, en fait, on active ces zones-là. Et puis vous avez encore une autre partie du lobule pariétal qui, lui, joue un rôle dans l'image corporelle, l'empathie, la cognition sociale. Donc voilà comment ça marche et voilà pourquoi ça marche. Et puis enfin, une autre région cérébrale qui est le précuneus, qui joue un rôle dans la conscience de soi, la mémoire épisodique et l'intégration multisensorielle. Donc ça, c'est les explications, on va dire, neurophysiologiques qui existent. Donc, en résumé, la réalité virtuelle, c'est une boucle continue de perception, d'action et de cognition entre l'utilisateur et la technologie. L'utilisation perçoit le monde virtuel, agit à son sein et son cerveau, traite ses interactions, ce qui influence les perceptions et actions ultérieures. Donc c'est vraiment un apprentissage que l'on peut exercer, encore une fois, dans un environnement sécurisé. Et en fait, il faut vraiment avoir cette boucle pour pouvoir faciliter l'apprentissage et le transfert des compétences. Maintenant, évidemment, il y a des contre-indications, parce que là, je vous ai présenté un tableau merveilleux, c'est fantastique, tout marche. Donc, évidemment, la contre-indication, c'est l'épilepsie photosensible. Encore une fois, voilà, c'est une contre-indication qu'on a aussi dans les jeux. Donc, ça peut déclencher des crises, voire des vertiges. Si on a un problème visuel important, évidemment aussi. Et puis, si on a un trouble psychiatrique grave non stabilisé, typiquement un schizophrène décompensé, une dépression mélancolique, ça, on ne peut pas, on va dire, faire ce genre de choses. Parce qu'évidemment, l'immersion, elle est assez puissante. Et puis, on peut avoir comme effet secondaire, typiquement, donc, ce qu'on appelle des vertiges, voire des nausées, voire des fois des mal des transports, ou des fois peut-être un sentiment de flottement. Alors ça, quand on n'a pas l'habitude, on peut effectivement avoir des fois ce genre de phénomène. Idéalement, les thérapies ne doivent pas être, au départ, on ne dépasse pas 20 minutes. Hein. Il faut y aller très progressivement pour que le sujet, disons, s'habitue progressivement. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour ma partie.